Dans un monde où les décisions façonnent notre avenir, dans un pays riche d'espoir, de talent et d'ambition, une voix s'élève, un regard analyse, un fauteuil devient le centre du débat. Bienvenue dans Fauteuil rouge, présenté par Delphine Kassongo. Ici, les cadres, les directeurs généraux, les ministres, les députés et les grandes personnalités prennent place, non pas pour fuir les questions, mais pour y répondre. Dans un espace vert, symbole d'espoir et de renouveau, les idées s'affrontent, les vérités émergent, les responsabilités s'assument. Pour dire que la crise n'est pas politique. Si la crise était politique, effectivement, elle affecterait les cycles électoraux. Il y a des controverses à l'intérieur du pays, ça c'est un conflit interne, ça nous regarde nous, Congolais, mais aujourd'hui, dès lors qu'on est agressé par un pays étranger, il n'y a plus d'opposition. Politique, société, gouvernance, développement, un échange sans détour, une parole responsable, une vision constructive. La volonté du peuple, c'est quoi? C'est que Tshisekedi est chef de l'État, il a un mandat de 5 ans. Si vous voulez le contester, contestez-le, mais vous ne pouvez pas l'enlever de là. Il faut attendre 5 ans jusqu'à ce que le peuple dise, bon, maintenant, compte tenu de, je veux dire, M. Tshisekedi, vous ne continuez plus. À suivre sur toutes les plateformes, Fauteuil rouge. Parce que le dialogue construit la nation. Une autre RDC est possible. Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs, déjà habitués de votre grande émission au centre Fauteuil rouge, comme d'habitude. Après autant de personnalités, vous étiez très nombreux, vous m'avez dit Delphin, il faut chercher le président, le coordonnateur de la société civile de la République démocratique du Congo, président Christopher Ngoy, qui est également PCA, quelque part ici en République démocratique du Congo. Mais vous l'avez mis sur la liste des Congolais de bonne qualité. Il est ici avec nous. Cette émission, vous avez l'habitude de suivre ça dans plus de 16 chaînes. Nous venons d'ajouter une autre chaîne, Molière Télévision, Canal Plus, fréquence 585. Vous avez l'habitude de suivre cette émission là-bas, vendredi, samedi, dimanche et lundi. Et aussi à 10e rue Télévision, au Centre TV, et aussi plus de 16 chaînes qui nous prennent en relais. Le président est ici avec nous, président Christopher Ngoy. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup, cher Delphin. Alors, avec vous, nous allons tenter d'analyser et de répondre aux questions très questionnantes de la République. Les dialogues inclusifs, oui, on en parle, mais ça continue toujours. Les uns disent, parce que vous avez à dénoncer, il semble que le président de la Senco, Cholet et Ambon, ils ont changé leur manière de voir les choses. Est-ce vous vous glorifiez de vos dénonciations? Deuxième question, vous avez annoncé sur ces plateaux que ce que nous voyons à Goma là-bas, c'est juste des intimidations parce que Tshisekedi a déjà tapé là où ça fait mal. La mort de Willy Ngoma, est-ce une victoire diplomatique ou soit une annonce qui prouve qu'on peut atteindre Paul Kagame, on peut aller même au Rwanda si on veut, parce que Tshisekedi est déjà prêt avec les 5 milliards mis à côté pour notre armée. Il y a aussi un débat qui vient de renaître, le professeur Bochab et tant d'autres ont lancé le débat de la révision constitutionnelle. La constitution de la RDC de 2006 a déjà 20 ans, cette constitution. Est-ce la constitution a déjà atteint l'âge de la maturité ou soit cette constitution est déjà périmée, il faut la changer ou la révision? Comme coordonnateur de la société civile de la République démocratique du Congo, M. Christopher Ngoy, d'entrée des jeux, la mort de Willy Ngoma, est-ce un événement, une victoire ou une menace de la part de Kinshasa qui peuvent atteindre même Paul Kagame chez lui? Un événement, oui. Bon, Willy Ngoma s'était taillé une réputation.
Malheureusement en mal. Mais il reste vrai que la disparition d'un être humain, parce que la vie elle est sacrée, nous chagrine toujours. Fut-il rebelle, fut-il paisible citoyen, mais c'est quand même une vie. Mais dans les principes qui régissent ce monde, surtout lorsqu'on parle de l'amour du prochain. L'amour du prochain, ça c'est en Occident, la culture occidentale, et c'est la même chose en Orient qu'on appelle la non-violence. Lorsque Gandhi, dans ses lettres à l'ashram, on lui posa une question. En réponse à cette question, il dira ceci: nous vivons dans une communauté, un exemple, un de nos membres que nous aimons bien, l'enfant d'un membre de la communauté, se réveille un matin, il disjoncte au niveau du cerveau, Alma à la main, il se retire dans un coin, il retire tout ce qui passe par là. C'est un gars, c'est un enfant que nous aimons bien. Et quiconque passait par là attrape une balle, il y en a qui meurent, il y en a qui sont grièvement blessés. Et qu'on se trouve dans l'impossibilité de le capturer vivant. L'unique solution sera de l'abattre. Et le membre de la communauté qui va poser cet acte, il sera considéré comme un héros. L'objectif ou le concept, c'est que nous vivons dans la communauté tellement qu'on aime la communauté, tellement qu'on aime les membres, on ne peut pas accepter qu'un membre de la communauté puisse devenir un danger pour les autres membres. Il faut extirper ce membre-là. Il faut extirper ce danger-là. C'est de cette manière que nous considérons l'élimination physique de Willy Ngoma, semble-t-il de M. Makenga aussi, comme étant quelque chose de bien. Parce que c'est un rebelle, c'est un assassin de moins. Mais les droits humains semblent protéger même les rebelles. Est-ce que la RDC n'aura pas de problème à la longue pour avoir tué ces gens que vous qualifiez comme des rebelles? Ce que je venais de dire là implique aussi les droits humains. Parce qu'il s'agit d'une communauté. Et la communauté, en termes de droits, on privilégie bien sûr les droits des minorités, mais le droit du plus grand nombre et même la survie de la communauté elle-même. Imaginez, aujourd'hui, nous sommes embourbés dans une crise qui a déjà entraîné plus de 20 millions de morts, qui a déjà fait 30 ans d'existence à peu près. Est-ce que ce n'est pas des chiffres chimériques inventés par la RDC? Ce n'est pas plus de 20 millions de chimériques. morts. Est-ce que vous connaissez 20 millions de morts, ce que ça représente? Oui, oui. Imaginez, nous sommes dans un environnement où chaque jour on tue. Chaque jour on tue. À un certain moment, vous ne comptez même plus. Vous vous retrouvez presque dans chaque famille. Il y a des familles qui ont été décimées dans leur entièreté. Et il y a des familles où le reste, la quasi-totalité des familles, vous trouverez toujours des membres qui ont perdu la vie suite à cette guerre ici. C'est beaucoup de morts, c'est beaucoup. Et c'est sur 30 ans. Les fosses communes existent, documentées par les instances internationales. Et si nous pouvions, par cynisme, exposer les crânes comme M. Kagame l'a fait, parce qu'il a fait du génocide rwandais un fonds de commerce qui lui a permis d'entreprendre ce qu'il a entrepris chez nous, ce qui est curieux.
Mais pourquoi vous ne le faites pas? Vous venez de copier Paul Kagame avec Génocoste, que les gens estiment qu'il fallait dire seulement génocide, mais vous avez changé Génocoste et vous n'avez même pas porté le Rwanda plainte aux instances internationaux pour obtenir gain de cause. Donc c'est un semblant politique. Vous voulez vous victimiser dans l'opinion, mais sur le plan de la justice, ce qui est censé faire, vous ne le faites pas. Pourquoi? Non, c'est fait. Il y a des actions qui sont introduites à plusieurs instances. Si aujourd'hui on parle de la possibilité de l'instauration d'un tribunal pénal sur la RDC, ça existe. Si aujourd'hui le procureur général de la Cour de la CPI a dit qu'il a ouvert des enquêtes sur ce qui se passe en RDC, c'est-à-dire qu'il s'intéresse à ce qui se passe en RDC. Il y a beaucoup de dossiers à plusieurs instances. Mais vous avez des criminels que vous-même vous protégez parce que les rapports mapping acquisent même certains membres du gouvernement. Vous êtes coordonnateur de la société civile de la RDC nationale, de la société civile de la RDC, mais vous avez des gens qui sont des bénéficiaires des ordonnances, mais ils sont cités dans ces rapports mapping. Est-ce que ce n'est pas une manière de cacher ce que vous dites que les efforts fournis par Tshisekedi? Non. Écoutez, il n'est pas dit que si quelqu'un est cité par le rapport mapping ou s'il est au gouvernement, le rapport le cite. Au-delà du rapport, il faudrait qu'on organise des tribunaux. Et il y a aussi la présomption d'innocence. Et c'est lors de ces audiences, au niveau devant les juges, qu'on va déterminer qui est coupable et qui ne l'est pas. Les accords donnent, les rapports donnent ce qu'ils ont vécu, ce qui a été documenté. OK? Bon. Et toujours en soulignant la présomption d'innocence pour certains faits. Mais il y a des faits tellement probants qu'on ne peut pas parler de présomption d'innocence. Il y a des faits parlent d'eux-mêmes. Comme Roger Lumbala qui vient d'être condamné, je n'ai pas vu votre société civile réagir. Vous êtes d'accord avec la sentence du tribunal française concernant un citoyen congolais ou vous pensez que cet tribunal n'avait pas qualité comme lui le disait? Parce que vous êtes censé défendre également les opprimés. Roger Lumbala se trouve sur cette liste. Nous défendons les opprimés réellement, mais si un citoyen congolais a adopté une nationalité étrangère, c'est-à-dire il a offert à ce pays-là la possibilité de le juger selon ses lois. Okay. Lui-même s'est affilié à ces lois-là, on peut le juger selon ces lois. À ce moment-là, nous sommes impuissants. Mais si c'est un Congolais qui est pris d'ici, amené de l'autre côté pour être jugé selon les lois de ce pays-là, là, nous allons vraiment nous insurger. Alors, président Christopher Ngoy, revenons à l'actualité. Wilingo Mathieu, porte-parole du M23, un rebelle. Il semble que Makenga aussi a été blessé. Est-ce que vous ne craignez pas les répercussions de ces rebelles? Parce que dans les zones occupées, il y a encore des Congolais qui sont là-bas. Est-ce que leur colère ne peut pas s'abattre sur des civils qui n'ont pas de moyens de se défendre? Est-ce que vous avez mesuré les conséquences? S'ils s'en prennent aux civils, ça s'appelle crime contre l'humanité. Et ça, c'est punissable. Ils vont encore aggraver leur situation. Mais je sais que Wilingo c'était un militaire, Makenga c'était un militaire, ils étaient en pleine opération. On ne les a pas battus. En violation des cessez-le-feu, ça. On ne les a pas battus chez eux à la maison. C'est-à-dire ils violent les cessez-le-feu, ils sont sur terrain en train d'entreprendre des actions militaires. Et c'est pendant cela qu'ils ont été abattus. C'est en pleine opération. Et s'ils étaient chez eux à la maison, on dirait, bon, écoutez, c'était des gens qui avaient pris des distances avec les activités militaires. Ils s'est reposés chez eux, on était les abattre. Non. Ils étaient en pleine opération, en pleine campagne. Donc, également, cher ami, moi je pense que nous avons beau insister, in fine,
les choses ont évolué. Je vous ai toujours dit le poids que représentent les résolutions. C'est les plus hautes dispositions contraignantes en termes au niveau des Nations Unies, quoi. On va parler de la résolution 2773. Il y a 2773, il y a la toute dernière, 2808, qui complète 2773, en ce qu'elle apporte beaucoup plus de lumière dans son exposé de motifs ou dans ses considérations, et également dans la procédure. Elle donne du répondant dans l'application de la résolution 2773, c'est-à-dire techniquement comment on va procéder. Bon, c'est ainsi que dans l'entendement, elle lève un voile qui était là, qui sémait la confusion, même au sein de nous Congolais. Ok. Et ça, c'est une très grande victoire diplomatique du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui le salue en passant, et également de tous les Congolais de bonne qualité, notamment nous, les défenseurs des droits humains, qui ont articulé, qui ont articulé des démonstrations, qui se sont activés à montrer qu'au Congo, l'agression dont on fait victime, c'est une agression d'origine étrangère. Ça, c'est de un. C'est un pays voisin qui nous agresse en utilisant ses supplétifs, fut-il congolais. Mais c'est un pays étranger qui nous agresse. Et même les butins de cette agression font le bonheur de ces pays étrangers-là. Oui, j'ai suivi même. L'Ouganda semble que son nord, cette année, ils ont... Oui. Est-ce que vous pensez que l'Ouganda aussi profite de cette guerre pour essayer un peu de voler les richesses de la RDC? L'Ouganda profite largement, autant que le Rwanda. Ça, c'est nous, société civile. Est-ce que vous avez des preuves? Oui, parce que sur le terrain, sur les sites où, en dehors des activités militaires, et je dois vous dévoiler ici que chaque fois que ces gens entreprennent des activités militaires dans un espace donné, sitôt conquis, ils installent des circuits d'exploitation, d'extraction des matières, bien sûr, bien qu'artisanales, et d'autres utilisent même des machines d'extraction des minéraux, et même les circuits d'évacuation qui sont sécurisés et ils font tout pour que ça ne soit pas, que ça soit occulté. Hein. Et ils le font si bien que ce sont des quantités énormes qu'ils évacuent, mais en toute discrétion. En complicité avec... En complicité avec le pays rebelle, les pays voisins, avec les pays voisins qui en tirent aussi largement profit. Hein, en termes de frais douaniers et tout le reste, en complicité avec leurs supplétifs ou leurs partisans hein, qui tirent des miettes. Des dividendes. Qui tirent des dividendes. Alors, comprenez qu'aujourd'hui, la communauté internationale a compris que cette crise, il n'y a pas de crise politique au Congo. Il n'y a pas? Il n'y a pas de crise politique au Congo. Parce non, si vous dites ça, vous risquez d'énerver les opposants non armés. Il semble qu'ils sont ici. Il y a aussi les opposants armés. Les non armés ici pensent qu'il y a une crise à l'interne par rapport à la gestion. Essayez de me la circonscrire. Bon, j'ai suivi Faïlou qui dit qu'il y a une crise de légitimité, il y a une crise ici à l'interne. J'ai suivi les prélats qui ont dit depuis 1960, la crise de légitimité existe même dans les préambules de notre constitution. Il semble que c'est aussi évoqué. Donc, c'est évoqué et cette constitution avait pour mission, entre autres, de mettre fin à cette crise. De légitimité qui semble perpétuer et traverser les époques. Écoutez, après Sun City, cela fut fait. Et le peuple avait acté, le monde avait acté. C'est ce qui fait que même nous, lorsque nous attaquions le régime précédent,
de Kabila. nous évitions d'aller en guerre, de prendre des armes contre lui. Nous évitions de le chasser avant la fin de son mandat. C'est ainsi qu'il a pu faire ces 2 mandats. Nous avons levé l'option ou évoqué la crise de légitimité qui risquait de s'installer lorsque il a nourri des ambitions d'aller beaucoup plus loin que son mandat, ou ces 2 mandats. Ça posait problème. Étant donné également qu'il n'avait rien apporté au pays. Au contraire, depuis son avènement, le pays est en train, sur une chute, une pente raide, en train de s'enfoncer. Non, il n'avait rien trouvé. Alors, il avait rien trouvé dans la caisse de l'État. C'est lui-même qui a amené le pays là où nous sommes. Et Tshisekedi a bénéficié de ce qu'il lui avait laissé. Bon, plus de 4 milliards du budget, ainsi de suite. Donc, si vous dites qu'il n'avait rien laissé, ça c'est être méchant. Il avait laissé quelque chose, peut-être pas la dimension que vous voulez. Écoutez, M. Kabila est arrivé dans ce pays, excusez-moi le terme, avec des bottes comme simple militaire. Vous êtes le bénéficiaire de ces bottes. Et lui s'est bâti. Et vous, des civils, aujourd'hui, vous bénéficiez des institutions qu'il a laissées. En partant. Soyez respectez quand même la personne. En partant, lui-même individuellement, sa fortune se compte en milliards. Vous dites? Qui est venu avec des bottes. Sa fortune s'évalue en milliards. Dans quelle banque? À travers le monde. Vous avez de preuves? Et il y a des preuves, il y en a. Non, il n'y a pas de preuves. Vous ne pouvez pas me situer une banque où Kabila a des millions. Des études qui ont été vous êtes un homme d'État, s'il vous plaît. Oui. Quand vous avancez des choses, il faut également donner de références. Vous êtes coordonnateur de la société civile de la RDC. Vous dites que Kabila a des milliards dans quelle banque? Ça se trouve où soit c'est votre cas au chat début des PS. Non. Monsieur Kabila, il y a une documentation abondante là-dessus. Même l'étendue de ces entreprises qu'il a créées. Et l'argent qu'il garde dans des paradis fiscaux. Ce n'est pas à démontrer. Et aujourd'hui, il apporte la substance à la rébellion. Vous voulez qu'on le démontre? Quand il tient des réunions là-bas et tout ça, c'est avec l'argent, tout l'argent qui a servi à corrompre la plupart de nos généraux au fond là-bas, et c'est lui qui apporte. C'est lui qui apporte. Kabila est à la tête d'une très grande fortune. Il n'a pas battu avec son revenu en tant que président, avec son salaire ou quoi, non. Le pillage systématique du pays. Et il l'a fait pendant tout le temps de son règne. Ça, ce n'est pas à chercher. Alors, j'étais en train de dire que aujourd'hui, il n'y a pas de crise de légitimité, comme d'aucuns s'évertuent à vouloir le faire entrer. Nous avons connu un processus engagé depuis le dialogue de Sun City. Nous avions dit, voilà, autant soutenir ça, pour qu'on sorte de cette crise de légitimité-là. Et nous croyons bien en être sortis depuis ce temps-là. C'est ainsi qu'on a connu 3 éditions d'élections. En 2006, en 2011, en 2018... Et en 2023. En 2023. Donc 4. Oui. Donc nous sommes en train d'évoluer. Sur ça, il n'y a rien à dire. Entaché des irrégularités et tout ça, oui. Mais ça ne dénature pas la qualité de l'élection elle-même. OK? Et ça, la communauté internationale a acté. Et au Congo, il n'y a pas une crise politique. La guerre ici n'est pas le fait d'une crise politique. Et il serait malhonnête que des gens qui se sont présentés en toute liberté aux élections, pour toutes dernières, ou qui se sont toujours présentés aux élections, qui ont des députés, d'autres pas, ou qui se sont fait élire, d'autres pas, qu'ils soutiennent que au Congo, il y a une crise de légitimité. Non, c'est malhonnête. Non, mais... Alors, maintenant, nous avons fait voir que
même le fait d'évoquer la guerre, on sort carrément du schéma démocratique. Et c'est très mauvais, c'est pourquoi nous ne composerons jamais avec les gens qui ont pris les armes, qui ont tué les Congolais, et qui évoquent maintenant la possibilité d'un dialogue. Voilà, le dialogue, on peut, mais il n'est pas tributaire d'une crise politique. Non, monsieur Christophe. Ça, nous devons le pays a des difficultés, ok, du point de vue de la gouvernance, du point de vue, le monde est en évolution. Est-ce que nous sommes compétitifs par rapport à d'autres pays? Ça pose problème. Monsieur Christophe. Est-ce que, oui, on peut se poser toutes ces questions-là. En tant que Congolais, on peut se poser toutes ces questions-là. Est-ce que cela nécessite que nous puissions tuer nos propres compatriotes pour qu'on puisse évoquer la possibilité de se mettre autour d'une table pour se parler? Parce que j'ai entendu Nanga dire, faudrait-il qu'on tue combien pour qu'on accepte le dialogue? Faudrait qu'il y ait combien de morts pour que Tshisekedi accepte le dialogue? Oui, ça c'est sorti quand même. Donc, faudrait-il qu'on tue pour aller à ce dialogue? Est-ce que ce n'était pas un regret de la part de Nanga? C'est la faute de Tshisekedi qui fait à ce que, c'est l'entêtement de Tshisekedi qui fait à ce que les Congolais meurent. Du moment que... C'est tout cela qui a été battu en brèche, où la communauté internationale a acquiescé. Alors, il n'y a pas de crise politique. Selon vous, il n'y a pas de crise politique. Cela fait que rend inopportun, même les assises des Doha. J'ai appris que le gouvernement se serait retiré, mais nous le souhaitions depuis. On leur demandait, mais qu'est-ce que vous êtes encore allé chercher à Doha là-bas? Partout là-bas, il fallait brandir les résolutions. Parce que c'est les plus hauts faits contraignants. Mais ça prenait un peu du retard pour l'applicabilité des résolutions. Et puis, vous ouvrez encore des brèches pour donner la possibilité à aller dialoguer avec les rebelles, à leur offrir la possibilité d'être blanchis. Et ça, on ne comprenait pas. Alors, Dieu merci, le gouvernement se serait retiré, selon ce que j'ai appris. Alors, c'est pour dire, j'étais en train de féliciter tous ceux qui ont milité, tous ceux qui se sont battus pour que la communauté internationale intègre cette réalité. Et cela a été consigné dans l'esprit et la lettre de la résolution 28008. Alors, M. Christophe Fengwa, j'avais reçu M. Cheo Kitundu ici, qui était le ministre des Affaires étrangères sous Kabila, sénateur et député national, et un homme important de notre pays, mais lui aussi disait que le dialogue ne peut pas être un blanchiment juridique. Donc pour lui, il n'était pas d'accord pour un dialogue. Il dit qu'il faut aller ailleurs pour trouver des solutions parce qu'il y a déjà eu plus de 40 quelques dialogues au Congo. Il n'y a pas eu de solution. Mais ce n'est pas ce que le prélat, ce n'est pas ce que l'Église, ce n'est pas ce que les hommes d'épée pensent parce qu'eux estiment que ceux qui ont pris des armes, c'est à cause de frustration, c'est à cause de la crise politique. Est-ce que les églises ont droit d'exciter ou de mettre la pression aux dirigeants et aux rebelles de se réunir pour trouver des solutions? Est-ce que c'est dans leur prérogative, c'est dans leur mission? Bon, d'une manière générale, les églises font partie, c'est une composante de la société civile. Et la société civile encadre qui? Encadre le souverain primaire, sans lequel l'État n'existerait pas. Ok. Et qui anime les institutions qui matérialisent l'existence ou la perception de l'État. C'est la société civile. OK? Et les églises, autant que tous les autres acteurs, excusez-moi, je reviendrai toujours pour édifier vos téléspectateurs qui comprennent que la société civile, son champ d'activité s'étend de la conception de la vie, à la survenue de la vie, au sein d'une famille, ça c'est l'idéal, l'éducation donnée, l'accompagnement du nouveau-né, son éducation, sa formation, sa responsabilisation au sein de la société, sa retraite et son accès dans l'au-delà. Et il y a beaucoup d'organisations qui travaillent sur cette plage-là, dont les églises, qui ont pour rôle de nous conditionner à escompter
une vie meilleure après celle que nous vivons ici sur Terre, dans l'au-delà. Également, les églises travaillent sur la promotion de la paix et de la concorde. En ce qu'elles elles apportent un message qui se résume en amour du prochain. Également, la politique se trouve être une des thématiques de la société civile. Pourquoi? Parce que, de manière générale, la logique voudrait que le souverain primaire se gère lui-même. Comment il se gère lui-même? La logique voudrait que l'État soit considéré comme étant l'émanation du souverain primaire, donc la société civile. L'État soit la société civile au plus haut niveau d'organisation, c'est-à-dire avec des lois, avec une constitution, avec tout ce que vous avez là, avec des institutions, avec des mécanismes qui permettent au souverain primaire qui est le propriétaire de l'État, qui est représenté par l'État et dans l'État, à pouvoir gérer l'État. Et cela donne la latitude au souverain primaire de faire avec l'État pour voir est-ce que l'État est bien géré parce qu'ils se sont bien. Est-ce que l'État répond à sa mission essentielle? Sa mission essentielle, c'est de lui apporter le bonheur qu'il lui attend, lui le souverain primaire qui en est propriétaire. Et de ce fait, l'Église, comme toutes les autres organisations, ont la possibilité de donner leur avis sur la manière dont l'État est géré, de donner des directives, des orientations pour que l'État soit bien géré. Ça, on le reconnaît. Mais lorsque cet État-là, qui est notre émanation, est menacé, c'est l'existence même de la société qui est menacée. Les églises ne peuvent pas partiser avec cette menace. Ils ne peuvent pas partiser avec ni couvrir cette menace, ni accorder allégeance à cette menace. Donc, le président des confessions religieuses du Congo, Gilbert Mapia, est-ce qu'il a eu raison quand il dit que l'Église ne se mêle pas dans la gestion des institutions? Ça a créé polémique sur la toile. Quelle est votre compréhension comme président de la société civile du Congo? Est que l'évêque Gilbert Mapia, que je salue en passant, que je connais un homme très cohérent. Humble, intelligent. Humble, intelligent, très cohérent. Je voudrais dire ceci. Considérons d'abord le fait qu'ils prennent parole pour parler sur cette matière-là qui concerne l'État. C'est son droit. Okay. De deux, le fait de donner conseil à ses frères d'église, à ses frères chefs spirituels, que l'Église ne peut pas aller jusqu'à entrer dans les rouages fonctionnels de l'État. Un État qui est en train de se battre contre une agression extérieure qui menace même son existence et l'existence de nous tous. Vous ne pouvez pas vous mêler pour dire à l'État ça vous pouvez, ça vous ne pouvez pas faire. Vous ne pouvez que accompagner, soutenir cet État-là par les actions que l'État pose. De ces actions dépend notre existence. Et il a raison de le dire. Il a raison de le dire. Je n'aimerais pas que l'on puisse associer ces propos à ce que j'entends souvent où la société civile est apolitique. C'est une aberration grave. Et cela a fait que les grands tyrans, cela a fait le lit des grands tyrans.
Parce que lorsque vous-même vous choisissez d'oublier votre rôle, votre responsabilité, votre incidence sur l'État, vous ne maîtrisez pas la corrélation, l'imbrication entre l'État, la société civile et tout ça, vous ignorez ça. Et vous prêchez que la société civile est apolitique. Là, c'est-à-dire, vous tournez le dos à vos responsabilités. Donc vous êtes d'accord avec ceux qui disent, si vous ne vous intéressez pas de la politique va s'intéresser de vous. Elle vous s'intéresse de vous. Donc tout le monde est censé s'intéresser à la politique. Pourquoi? Parce que nous détenons la primauté de la souveraineté. La société civile. Le peuple, vous là. Oui. On vous appelle quel peuple? Le peuple manipulé ou le peuple conscient? Le peuple conscient. De bonne qualité. Parce que s'il se laisse manipuler, à ce moment-là, il ne jouit plus de cette réalité. Ok. Et on vous appelle souverain primaire, pourquoi? Pourquoi? C'est parce que si vous n'existez pas, même l'État n'existerait pas. Donc l'État est là grâce au peuple. Au peuple. La première souveraineté vous incombe. Mais il y a des gens qui sont chargés ou qui prennent le loisir de vous dire chaque jour que non, ne vous occupez pas, et tout ça. La politique est sale. Si vous entrez là-bas, vous risquez de se salir le main. Il y a des détourneurs là-bas qui se protègent entre eux. Les gens détournent parce que nous sommes indifférents. Les gens détournent parce que vous voyez quelqu'un qui est avec vous, il crée un parti politique, il articule quelques documents, il crée un parti politique. Du jour au lendemain, il vous dit que lui là, il a la prééminence, ou il a la préséance. Donc il peut accéder, il peut prétendre gérer l'État, pas vous. Mais les partis politiques sont des associations, presque au même titre que celles que nous connaissons, mais du point de vue de leur nature, elles sont focalisées sur la gestion de la res publica. Ok. Ce sont des associations. Ça ne fait pas partie de l'État. Alors, ils sont tous des entités privées. Alors, ici, je n'aimerais pas que cette aberration-là persiste. Et donc ça, vous vous battez pour que les gens comprennent. Notre rôle en tant que société civile. Et raison pour laquelle, chaque fois que nous avons vu l'État vaciller, nous sommes revenus à la charge. Ça, c'était contre Mobutu. Lorsque nous avons vu avec M. Kabila, il organise des élections, c'est-à-dire il appelle le peuple souverain à se prononcer, à désigner les meilleurs en son sein, à pouvoir entrer dans les institutions de l'État, son propre bien, pour faire en sorte que l'État soit capable de répondre à ses aspirations, à ses besoins. Et il corrompt ces élections. Et ça, nous avons dit que ça ne peut pas se passer comme ça parce que c'est le suffrage du peuple qu'on a corrompu. Et nous avons fait une pétition qui a fait partie de Ngoï Mulunda. On a fait une pétition qui a secoué Malou Malou, même si Dieu a compris, il a retiré de lui-même. Et lorsque nous avons senti... la coalition FCC cache. La coalition FCC cache. L'État est en péril. Vous êtes à la base vous avez fait tomber plusieurs mouvements, vous avez tombé plusieurs personnes, Kabila vous a arrêté, vous étiez en prison, vous avez même failli mourir. Mais aujourd'hui, s'il vous plaît, Président, mais aujourd'hui, les gens vous reprochent que vous êtes devenu faible, vous n'êtes plus fort, vous n'avez plus de l'énergie pour dénoncer, même sous le régime de celui qui était avec vous, que vous avez vu venir, que vous avez combattu ensemble, le président de la République aujourd'hui. Il y a des détournements, il y a des sommes qui font peur, mais apparemment vous êtes resté silencieux, tout simplement parce que Félix Tshisekedi vous a donné un poste, vous a nommé comme mandateur, et vous n'arrivez plus à agir ou à réagir. C'est une très bonne question. Nous continuons à travailler. À la seule différence que pendant la période Mobutu, Kabila et tout ça, le pays était dans une mauvaise direction. Aujourd'hui, le pays est dans une bonne direction. Nous nous sommes battus pour donner au pays un nouveau cap et consolider ce cap-là.
Cela a eu lieu, le pays a changé de direction. Aujourd'hui, si le Rwanda pleure, c'est parce qu'on lui a arraché le beefsteak. Non, le Rwanda ne pleure pas, mais le Rwanda dit que Tshisekedi manipule le président. Le président du monde, Tshisekedi est un manipulateur, selon Paul Kagame. C'est du changement de paradigme. Si aujourd'hui, même à des endroits où nous allions parler, vous parlez. Moi, j'allais en Europe, j'ai rencontré les députés européens, j'ai rencontré des grandes personnalités et tout ça. Il faut parler avec eux et tout ça. Il y en a qui vous disaient clairement que, effectivement, vous avez raison dans tout ce que vous dites là, mais votre pays est catégorisé, est classé comme tel. Et pour ça, vous devez d'abord en sortir. Ok. Et comment en sortir si nous n'arrivons pas à mettre en place un nouveau pouvoir qui change de cap? Et c'est ce qui a été fait avec l'avènement de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est ce qui vous empêche de dénoncer les détournements, nous sommes... de faire des pétitions. Les détournements, nous les dénonçons. Par exemple, Moi, je ne soutiendrai aucun détournement. Par exemple, depuis que le président Félix est là, Oui. vous êtes coordonnateur de la société civile nationale de la société civile du Congo. Oui. Quel est le détournement que vous avez déjà y à dénoncer? Je vous défie. Vous me défiez, allez dans les images, vous verrez que je n'ai soutenu aucun détournement. Au contraire, j'ai milité pour que les détourneurs soient arrêtés, traduits devant la justice. Et si la justice ne fait pas correctement le travail, ou travail arrive à prendre des arrêts et tout ça, qui ne font pas que l'argent détourné soit remis, par exemple. Bon, ça, c'est pas quand même notre problème. Autant, nous interpellons également la justice. Alors, je voudrais ici dire que nous sommes dans l'étape de la consolidation de la nouvelle direction qui est là. Nous ne pouvons pas changer de cap et commencer à détruire ce même cap-là. Et c'est là où les gens qui nous ont toujours suivis, qui nous ont toujours accompagnés, sans comprendre l'orientation, sans lire la boussole, et ils disent, nous sommes des automates. Ouais, vous êtes devenus faibles. Que chaque jour, qu'on soit là en train de combattre le pouvoir. Non, parce que le mal est là. Le mal persiste. Non. Rien n'a changé. Hier, sous Kabila, peut-être les gens volaient 30 millions, mais aujourd'hui, les gens volent 50 millions, 200 millions et 500 millions. Récemment, hier, j'ai vu un procès à la RTNC, à la Cour de compte, avec un DG de Sokimo, quelque chose comme ça, les jeunes qu'on avait nommés là. Il semble qu'il y a eu un prétendu détournement de 500 millions de dollars. Mais votre société civile n'a rien dénoncé. Moi, j'ai suivi ce procès-là. J'ai suivi ce procès-là, je n'ai pas entendu ce que vous dites là. Non, j'ai dit il semble, mais du moins... Il lui a été reproché, de ce que j'ai suivi, le fait de ne pas avoir transmis... Les rapports financiers qui sont... Oui, à la Cour des comptes. Oui. Mais il y a un montant, nous on est journalistes, il y a les à côté qui... Ce qui sous-entend qu'on a des choses à cacher. Et ce rapport-là, il peut contenir les états financiers de toute l'entreprise, le bilan, et ainsi de suite. Et quand vous ne transmettez pas, on pense que cette omission-là peut cacher quelque chose comme un détournement. Mais on n'a pas dit qu'il a détourné. On le rappelle seulement à l'ordre pour qu'il puisse se conformer à cette obligation administrative. Mais il y a plusieurs personnes, alors, même dans les ministères ici. Pour ceux qui on vous amène des dossiers chaque jour, mais vous étouffez ces dossiers. Nous les dénonçons. Vous étouffez. Et la justice doit se saisir de tous ces dossiers. Moi, j'ai des gens de votre regroupement là, de votre société civile qui disent on vous amène des dossiers, mais vous regardez les visages et vous étouffez d'autres dossiers, contrairement à Christopher Ngoy de l'ancienne époque. Venez avec. Prenez ces dossiers, venez avec. Ils sont en train de vous suivre, les gens de votre société civile. Ils sont en train de vous suivre. On n'étouffe pas des dossiers. Vous étouffez les dossiers. On n'étouffe pas des dossiers. On n'étouffe pas des dossiers. Sauf que les gens voudraient voir Christopher dans l'étoffe d'un inhibiteur. C'est-à-dire quelqu'un qui est là, même quand il y a de bonnes actions, lui, son rôle, c'est de les empêcher.
Mais Là, vous je avez parle votre là, je frère qui parle du continue dans cet gouvernement. élan. De Lazado, Jean-Claude Katiende continue. Kapiamba a perdu ses dents pour mordre. Vous également, vous n'avez plus... Non, Kapiamba est malade, ce n'est pas qu'il a perdu ses dents. Non, mais c'est ce que les gens disent. Alors, Vous aussi, je voudrais ici dire ceci. Cela s'inscrit dans l'ordre de fonctionnement normal de la société civile. Il y a un principe qui dit que les organisations, tout comme les acteurs de la société civile, sont complémentaires, sont concurrents, sont également antagonistes, mais selon le paradigme dialogique de changement qui implique la participation, la co-responsabilité et le partenariat. Nous sommes toujours partenaires. Nous sommes responsables de ce qui arrive à notre pays. Nous tous, personne ne peut s'en soustraire. Et également, ce paradigme dialogique de changement, c'est-à-dire le changement s'obtient par le dialogue. Vous voyez, il y a, toi tu dis, tu donnes ton opinion. Moi je donne mon opinion. Ok? Nous ne sommes pas appelés à nous tuer. Moi je ne peux pas me battre pour étouffer ton opinion là. Les deux opinions, nous les présentons à l'appréciation du souverain primaire. Les deux opinions se défendent quant à ce qu'ils apportent comme résultat, comme avantage, comme au profit du souverain primaire, qu'il les adopte ou non. Et c'est pourquoi quand nous lançons une pétition, nous lançons la pétition, nous écrivons le texte. Si le peuple adhère à cette pétition-là, il signe sans hésiter, vous lui dites voilà, il signe. Alors. Et beaucoup de gens ne se permettent pas de le faire parce que quand ils émettent des idées, le peuple n'abonde pas dans ce sens-là. Et la pétition, lorsque vous réussissez une pétition qui conditionne même le souverain primaire ou l'opinion, la population, à adopter tel comportement, c'est quand même un facteur de légitimité au sein de la société civile. Ça s'évalue comme ça. Alors, M. Christopher Ngoy, nous chitons, je précise qu'il est coordonnateur national de la société civile de la République démocratique du Congo parce qu'il parle de pétition. Vous étiez très nombreux à me dire. Christopher Ngoy vient de recevoir des millions tout simplement pour lancer une pétition pour le changement de la Constitution sur base de l'article 5 de la Constitution qui parle du référendum. Il faut consulter les souverains primaires. Également, sans vous couper, on n'a pas reçu l'argent de qui que ce soit. Non, mais laissez-moi vous poser la question. Cette pétition-là, c'était vous qui cotisiez, la population cotisait et tout ça. Moi, voilà. Je vous pose la question. On dit que vous avez reçu l'argent du gouvernement. Bientôt, là, vous allez lancer ces vents-là pour que les gens signent. Votre frère Bochab a déjà commencé pour dire que cette constitution est périmée, il faut la changer. Bochab devait mon frère. Mais c'est ce que les gens disent. Le Congolais Bochab. Le professeur Bochab, votre frère. Bochab, le Congolais Bochab. Oui, nous sommes tous citoyens congolais. Non, votre frère. Votre frère, je vous ai qui a aussi réussi la mission oui. de vous accompagner dans cette lutte, de changer la constitution. C'est important aujourd'hui, c'est nécessaire qu'on change la Constitution maintenant, là, surtout à la fin du mandat du président Félix. L'option du professeur Bochab, c'est ce qu'on appelle l'objectivité. OK. OK? Et puis la probité morale. Lorsque quelqu'un reconnaît que son œuvre, parce qu'il a été de ceux qui ont soutenu... Oui, il est parmi les rédacteurs. Les rédacteurs. De la Constitution de 2006. Bon, bien que l'esprit est venu de l'extérieur, cette constitution-là, ou même l'ossature. Alors, lorsque quelqu'un reconnaît que l'œuvre-là est imparfaite, moi je pense que c'est quelqu'un devant qui je peux tirer mon chapeau très bas. Donc, vous soutenez le professeur Bochab? Lorsque... Mais écoutez, cher ami, la Constitution, si je peux dire, c'est le logiciel qui conditionne l'existence de la nation. OK? C'est la loi mère, la Bible de la nation. La Bible de la nation. Lorsque nous nous retrouvons, après 20 ans, OK? Confrontés aux problèmes qui sont les nôtres aujourd'hui. Lorsque nous nous retrouvons avec des textes que nous sommes obligés de violer allègrement. Pourquoi? Parce que nous sommes devant des réalités ou des faits accomplis. On dit
la Constitution consacre que la nationalité congolaise est une et exclusive. La nationalité. La nationalité. Mais nous nous retrouvons avec nos binationaux, toute l'équipe nationale. Ce sont des binationaux. Non, mais Et il y a ils quand même portent une loi de la FIFA qui les protège dans ce sens-là. La grande majorité sont des binationaux. Mais ils portent notre drapeau. Ils sont nos porte-étendards. OK? Nous avons certains binationaux, même au gouvernement, dans les institutions. Et ce sont des faits réels. Il faut changer pour les faciliter la qui tâche. montrent que cette constitution est dépassée l'application de cette constitution souffre. Donc il faut changer la constitution pour s'adapter aux réalités actuelles. Il faut s'adapter aux réalités. Aujourd'hui, vous allez aux élections, après élection, vous devez compter 4 à 5 mois pour avoir un gouvernement. Vous pataugez, vous montez, vous descendez. Près de 2 ans d'ailleurs, pour avoir les institutions assises avec les... capables de répondre maintenant aux besoins de la population qui a voté ses membres, ses représentants. Il y a quand même un problème. Donc vous êtes d'accord avec Willy Michigi qui parle de 7 ans? Je ne suis pas encore dans les éléments techniques. Nous sommes au niveau de l'option. Les éléments techniques, oui, ça pourrait faire partie d'un débat qui sera ouvert. Qui sera ouvert. Encore faudrait-il voir si ça sera possible que la population l'adopte par référendum ou non. Parce que j'ai vu M. Kabila qui a changé certaines dispositions de la Constitution. Non, c'était la révision. C'est la révision, mais qui a dénaturé même l'esprit de la Constitution. Non, parce qu'on était à 2 tours, il a ramené ça à 1 tour. Ça a tout joué. Vous savez qu'une élection peut se jouer autour de ça. Mais c'était prévu dans la Constitution qu'on pouvait réviser. Quelqu'un peut gagner une élection avec le score le plus bas possible. Rien qu'avec cette astuce-là, cet aspect-là. Alors, il y a beaucoup de dispositions de la Constitution qui sont obsolètes aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous Et empêche? nous n'allons pas considérer la Constitution comme un fétiche. Qu'est-ce qui vous empêche de gérer ce pays avec cette Constitution? Beaucoup d'éléments nous empêchent de gérer le pays avec cette Constitution parce qu'elle est obsolète. Elle est usée. Et nous sommes là, c'est comme un pilote qui quitte un point donné et qui met le cap sur un nouveau point. D'abord, il faut fixer ce cap-là. Dire que je voudrais aller là-bas. Nous, Congolais, tels que nous sommes là, nous devons fixer là où nous voulons aller. Et même sans avoir fixé au préalable, quand vous approchez chaque Congolais, il aspire à la grandeur. Même si le Congolais lambda, il vous dit RDC et le Camerounais. Le Congolais, c'est un nationaliste. Quand il y a quelque chose qui touche à la patrie, il est prêt même à s'exposer. Alors, après avoir circonscrit le cap, vous devez mettre maintenant des mécanismes pour aller vers ce cap-là et puis l'atteindre. Parmi les éléments qu'il faut articuler, il y a la Constitution. Il y a la Constitution. Ce n'est pas un fétiche. J'ai suivi... Toutes les constitutions du monde, on les change toujours, on les adapte aux réalités. On les adapte aux réalités. Comme ici au Congo, on a changé la Constitution. Les gens lisent la Constitution à la possibilité de briguer un 3e mandat ou non. J'ai suivi... Il y a de ceux qui pensent qu'en bougeant la Constitution, c'est que nous ouvrons la voie. Pourtant, le 3e mandat, c'est ce mérite. Ce mérite. Alors, en observant notre parcours, il y a des gens qui sont restés au pouvoir 18 ans pour ne rien nous apporter. Et puis, ils étaient en train de nous amener vers l'abîme. Donc, vous voulez compter sur... Et aujourd'hui, on change de cap. Vous voulez compter sur un mauvais exemple de se pérenniser au pouvoir en violation de la Constitution. Sur un mauvais exemple, je voudrais dire ceci. Si M. Kabila a fait 18 ans, c'est-à-dire lui qui était sur une lancée bien connue, une direction bien connue, qui consistait à affaiblir totalement ce pays et puis à nous l'exproprier.
au profit des puissances étrangères. C'est des propos graves. Et retirés. aujourd'hui, C'est grave, que ça, retiré. je ne peux Kabila pas voulait retirer. exproprier le pays. Bien sûr. Le- Il a l'ancien privatisé président l'État, Kabila. bien sûr. Et aujourd'hui que nous sommes avec un président qui se bat par tous les moyens. De un, qui a fixé un nouveau cap, une nouvelle direction, qui se bat par tous les moyens pour consolider cette direction afin que non seulement nous, même des générations futures, se retrouvent avec un Congo qui leur appartient comme bien, qui pourront léguer à d'autres générations. On doit comprendre que ce monsieur-là, mérite bien d'asseoir cette vision, cette approche, et il lui faut du temps. Alors, j'ai suivi un débat sur la toile. Il y a plusieurs personnes qui adhèrent à leurs propositions. Le premier, je prends le ministre Guy Luando, qui a dit que le président Tshisekedi doit d'abord pacifier le Congo, restaurer la paix et reconstruire le Congo, parce que le Congo a besoin d'être reconstruit, construit. C'est alors on peut envisager qu'est-ce qu'il faudrait faire, parce que le président doit encore rester là pour accomplir ces 6 points qu'il avait promis lors de ces dernières élections. Peut-être pas reconstruire totalement, mais nous donner ne serait-ce qu'une fondation. Est-ce que Guy Luando a raison? Vous l'appuyez dans ça? Oui, dans une certaine mesure. Le Vous président savez, doit donner une fondation. Vous à ce savez, pays. restaurer la paix, pacifier les pays et reconstruire, ça peut prendre autant d'années. Non, je ne pense pas que ça prendrait encore longtemps. Aujourd'hui, cette guerre est Ce n'est pas une manière de glisser intelligemment que Guy Luando est en train de proposer avec son intelligence, que le chef de l'État glisse, il faut lui accorder non, glisser, le c'est temps. un terme péjoratif que nous avions utilisé à l'époque. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui voulaient aller avec, en usant des astuces, en usant de mécanismes odieux pour pouvoir surprendre la population. Vous dormez, vous voyez, mais attends, vous dites, on a changé la Constitution. Même quand on a changé, on a révisé de 2 tours à un seul tour lorsqu'on parle des élections. Nous, on ne savait pas, on n'a même pas été constitué. On s'est réveillé, maintenant, on a adopté ça au Parlement. C'était consommé. Et lorsque des gens prévoyaient même que pour organiser des élections dans ce pays, il faudrait d'abord terminer le recensement, qui était notre cheval de bataille, parce qu'à l'époque, nous nous battions pour qu'il y ait recensement quand même, in fine. Et ils ont saisi ça, ils ont dit comme ils soutiennent ça, ils misent sur le recensement, ok. Et maintenant, on fait une loi qui va conditionner la tenue et l'organisation des élections à la fin du recensement avec l'ONIP. Et penser que nous étions assoupis. Non, on suivait de près. On a compris que ça, une fois que cela passe comme loi, c'est adopté comme une loi, il n'y aura plus jamais d'élections dans ce pays et on tue la démocratie. Pourquoi? Chaque fois que vous allez évoquer la possibilité d'organiser des élections, on vous dira vous êtes hors la loi parce que vous violez une disposition qui est coulée en force des lois. Alors, avant la dernière question, il y a notre ministre, José Mpanda, lui qui a amené un débat sur la place publique et dans les salons politiques. Il dit que Félix Tshisekedi, le président actuel, n'a plus un mandat, il a une mission. Vous êtes coordonnateur de la société civile, Christophe Ngoy, national de la société civile du Congo. Est-ce le ministre José Mpanda a raison? Que Félix Tshisekedi n'a plus un mandat, il a une mission. Quelle est votre compréhension? José Mpanda, c'est un citoyen congolais. Si nous nous donnions la peine d'aller maintenant tout ce que dit chaque citoyen, mais on va remplir des cartes mémoire ou des disques durs. Et je pense que lui, dans sa conception, ok, lorsqu'il analyse, parce que José Mpanda, bon, je le connais quand même. Hein. C'est un sénateur, député national, aujourd'hui ministre. Je ne vois pas tout ça. José Mpanda, c'est mon petit. Ok. On se connaît, on a connu même des moments très difficiles. Ok. Moi, je suis arrêté à l'ANER
José Panda arrive, il était avocat d'Alphonse Ngoï Kassaji, de l'équipe autour de la grosse pierre là. Ils viennent pour manifester, on les arrête. On ravit tous leurs véhicules, confisqués. Personne n'a récupéré son véhicule. Et José Panda, quand il vient maintenant plaider, un avocat qui vient plaider pour ceux qui étaient arrêtés parce qu'il y avait une cinquantaine, on l'arrête. Un avocat. On l'arrête, on va le mettre dans une petite cellule hein, courte comme ça, destinée, je ne sais pas, aux chiens ou voilà. Hein? Et j'entends quelqu'un crier alors de manière pas possible. Moi, en tant que défenseur des droits humains, j'oublie même que j'étais en état d'arrestation. Ça me révolte. Je sors de ma cellule et puis j'apostrophe à distance comme ça. Major Van, là il était encore major, après il était devenu colonel. Major Van, qui était d'ailleurs à côté de Raus Kialwe, qui est maintenant au pouvoir, et ainsi de suite. Je les apostrophe. J'ai dit, mais qui crie comme ça et tout ça. Il paraît que c'était un avocat. Comment vous, là, vous permettez d'arrêter un avocat de traiter comme ça? Et j'écris et tout ça. Ils font tout pour me faire entrer dans ma cellule. Et finalement, ils vont sortir José Panda de là où il était. Ils l'arrêtent immédiatement. Ils viennent me le jeter dans ma cellule. Ils viennent me le jeter dans ma cellule. Et c'est des choses auxquelles il ne pouvait pas s'entendre, avocat de son État, arrêté, mis dans ces conditions-là et tout ça. Et puis, on l'amène, il était donc... hors de lui. Perdu. La seule chose qu'il m'a demandé, il m'a dit, fais tout pour que je sorte d'ici. Et je vois l'état dans lequel il était, c'est quelqu'un qui allait craquer. Je crois qu'il n'était pas habitué à des arrestations et tout ça, ou à des mauvais traitements du genre. C'est quelqu'un qui allait craquer dans les minutes qui suivent. J'ai appelé le responsable médical de la mer. Et lui, vous courez vers une catastrophe. Ce monsieur va craquer dans les heures qui suivent. Parce qu'il n'imagine pas qu'avocat, vous pouvez le traiter que vous l'avez traité. Alors, il fera une note pour l'extirper, l'amener dans un hôpital, je crois, à Bandal, un hôpital de l'ANER. Et de là, on l'a traité, et puis de là, il est sorti. Ça, c'est José Panda, c'est mon petit. Donc... Merci pour l'histoire. Voilà, vraiment. C'est un Congolais. De bonne qualité. Oui. Mais quand même, sa proposition, vous pensez que... Sa proposition, c'est quelqu'un qui porte ce pays. C'est du skittable. C'est quelqu'un qui porte ce pays, qui voit d'où nous venons. Il a subi, il a vécu tout ça. Et il voit maintenant là où nous sommes. Il pense que la mission du président est encore là. Où nous voulons aller. Il se dit non, il s'agit d'une mission. D'une mission. Il faut que l'homme accomplisse la mission. Merci. Alors, merci pour cette belle histoire avec l'excellence José Panda. Et ses idées sont discutables et les gens sont en train de les consommer. On l'insulte, on l'encourage. Et merci pour cette histoire. Le Congo, le président de la République, semble-t-il qu'il a encore une mission. Et espérons qu'il va accomplir la mission. La dernière question... Et je vous montre que même en étant en état d'arrestation, j'ai continué mon travail de défenseur de droits de l'homme. Vous défendez les gens qui étaient dans les mêmes conditions avec vous. Et puis, ces gens étaient étonnés. Il y en a qui me menaçaient. D'abord, ton propre sort, tu ne le connais pas. Et puis, tu mais vous continuez à défendre les gens. Voilà. Vous êtes trop sensible au malheur des gens. Bien sûr. Merci. Bien sûr. Alors, M. Christophe Ngoï, le mot de la fin. Le chef de l'État est en France. Il a vu Macron. Il semble qu'il est allé négocier la direction de l'OIF. Il faudrait que la RDC puisse avoir ses postes. Pourquoi vous voulez arracher Kagame ses postes? Parce qu'il y a une Rwandaise qui occupait ces postes-là, même si nous sommes un pays francophone, mais le leadership de Paul Kagame veut à ce qu'il ait tous ces postes. Oui, là nous sommes dans le champ culturel. C'est la culture. La culture qui se définit, la courte définition selon Madame, je passe, c'est la façon de vivre. Nous, Congolais, le français, c'est notre langue de travail.
Cette culture est ancrée en nous. Et nous sommes sociétaires de cette langue. Parce que nous disputons aujourd'hui la place de premier pays francophone du monde avec la France. Suivez. C'est-à-dire, nous sommes sociétaires. Et nous avons toujours considéré, nos sociétés de la RDC, que c'est injuste d'accepter que, pour des raisons mercantilistes, dans un domaine culturel, qu'on confie la direction de la francophonie à un ressortissant d'un pays anglophone. Ça n'a rien à voir avec le français. Bon, ça avait surpris tout le monde. Que faire? La France s'arrogeait le droit d'imposer son choix. Aujourd'hui, le Congo, il est temps qu'il se réveille. Il s'est réveillé parce que ça a été toléré, accepté parce qu'il y avait à la tête du pays des gens qui avaient pour mission de nous exproprier, de nous enlever tout ce que nous devions avoir comme avantage et de les conférer, de les céder à un pays, même là où ça frise le ridicule. On a vu, je vais vous donner une anecdote. Un jour, il y a une délégation, j'ai un ami qui était à cette délégation, qui sont allés négocier avec certains partenaires américains la possibilité d'organiser une CAN ici au Congo. La CAF est même venue visiter nos stades ici, a dit que oui, déjà comme base, c'était acceptable. Maintenant, il fallait lever l'option. C'est alors que M. Kabila va appeler celui qui était le président de la FECOFA pour lui dire qu'arrête cette histoire. Constant Marie? Constant. Ok, Omar. C'est pas Constant qui me l'a dit. Hein. Constant Omar. La société civile suivait ces dossiers-là de près. Jusqu'au jour où les choses vont faire en sorte que la FECOFA dise non, on laisse tomber. Qu'est-ce qui a prévalu? Donc, un chef de l'État. Alors qu'on voit avec le monde, quand on va organiser ce genre d'activité, c'est des chefs d'État qui se déplacent pour aller défendre leur pays, arracher le marché, parce que ça a un impact aussi bien culturel et commercial, et tout ça. Mais là, on vous dit non, ne le faites pas. Et après, parce que si on le faisait, étant donné que nous sommes dans le même espace, ça a diminué les chances du Rwanda de pouvoir obtenir cette opportunité-là. Vous voyez comment on a évolué. Alors, ici, même cette place-là de la CAF, j'ai vu encore un cas au niveau de la BAD. Le Congo était en position de diriger la BAD. Aujourd'hui, il y a les procès à Matungulu. Oui, mais ce n'est pas le numéro 1. Hein? Mais le Congo avait la possibilité de placer un numéro 1 au niveau à la tête de la BAD. Mais PAP, on a fait taire la candidature du Congo, on n'a même pas voulu présenter, mais c'est la candidature d'un Rwandais qu'on a présentée là-bas. Et le Congo, en dessous, a soutenu cette candidature, le monsieur est passé. Allez-y comprendre. Nous avons beaucoup souffert avec ça. Et aujourd'hui, les choses ont changé, papa. Et le Congo s'est réveillé. Et c'est ainsi que partout où nous avons été discriminés, on doit commencer d'abord par récupérer tous ces avantages-là, toutes ces positions-là. Et c'est des droits. C'est pourquoi le président, il est tout à fait normal qu'il revendique ce poste-là pour le Congo. Merci, Président Christopher Ngoyi Mutamba. Regardez la caméra. Qu'avez-vous envie de dire que vous n'avez pas dit? Que les Congolais retiennent quoi? Oui, que les Congolais retiennent simplement que nous sommes à une étape où il y a eu la guerre. La guerre aujourd'hui, quand son Excellence Donald Trump dit qu'il a terminé la guerre, oui, il a terminé la guerre. Les gens se posent la question avec la mort de Willy Ngoma, tout ça. Oui, la guerre est en train de se terminer. Nous avons à la tête
de la MONUSCO, un Américain, M. David Grizi. Il y a eu déjà une visite, il y a encore une deuxième visite qui va intervenir, du commandant d'Africom. Africom, c'est le commandement américain en Afrique. Et je crois que parmi les 12 000 hommes aguerris qui vont composer une brigade de 12 000 hommes qui sera constituée au niveau de la MONUSCO, il y aura beaucoup de membres ou d'acteurs ou de combattants de Africom qui vont travailler dedans. Pour ceux qui n'ont pas encore compris que la guerre est terminée, ils vont subir ce que sont en train de subir les Willy Ngoma, les Makenga. Et Kabila qu'on ne voit pas, on ne sait pas s'il l'a déjà subi ou pas. Bon. Nous voulons ici demander aux Congolais qui sont allés dans cette entreprise par opportunisme. L'entreprise de la guerre? Oui, par opportunisme ou positionnement, de quitter. Il y a encore une petite porte qui est ouverte. De quitter vivant. Nous voulons également insister qu'ils sachent que tous ceux qui sont entachés de sang, je l'ai toujours dit et je l'ai toujours répété, seront arrêtés, à défaut d'être tués. Ça, c'est de trois. Que ceux qui sont encore là-bas sur le terrain d'opération, il est temps qu'ils puissent choisir le cantonnement afin d'être démobilisés et d'être intégrés dans la vie civile. C'est maintenant que tout cela doit se jouer. Nous allons entrer dans une période où ils n'auront plus le temps de faire toutes ces manœuvres-là. Où d'aucuns seraient ramassés, associés à ceux qui ont le sang, qui ont tué, alors qu'ils n'étaient qu'embarqués. Parce qu'imaginez, avec des razzias, des nangas et autres, ils ont pris même des paisibles, des jeunes qui étaient dans leur maison, on ne les arrête pas gros comme ça, on les enrôle, on va les former et tout ça. Non, c'est des innocents, on doit savoir, et eux-mêmes aussi, parce qu'on dit « aide-toi, le ciel t'aidera ». Ils doivent savoir se désactiver, se désolidariser de ces mouvements-là. Nous, société civile, nous ne voulons pas que beaucoup d'innocents soient entraînés dans cette entreprise. Mais nous voulons les revoir dans la vie civile, en train de vaquer à leur paisible activité comme ils l'étaient avant. Et que les criminels soient jugés. Parlant du dialogue, le dialogue, oui, nous sommes à une période cruciale pour le pays. Il faudrait que nous puissions parler, c'est nécessaire, pour circonscrire là où nous voulons aller et ce qu'il faut faire en ce moment pour pouvoir y arriver, tout en tenant compte du passé en tant qu'outil de connaissance. Merci. Et ce dialogue est différent de celui qui va chercher à absoudre tous les tueurs, tous les assassins. Et j'ai voulu que les Congolais retiennent ça. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Merci, Président Christophe Ngoy, coordonnateur de la société civile nationale de la République démocratique du Congo. Il a répondu à nos questions, aux questions très questionnantes. Si ces propos vous ont blessé, vous pouvez réagir dans les commentaires. Mais il est disponible pour un débat contradictoire avec celui qui a sa taille, peut-être pour échanger au nom de la République. Mais cette émission, vous allez suivre ça sur Au Centre Télévision, YouTube, Delcast Télévision également, sur nos pages Facebook Au Centre TV, sur TikTok Delphin Kassongo Au Centre TV également. Les temps forts sur notre Twitter Delphin Kassongo aussi, sur Canal Plus Molière Télévision, Canal 585, 10e Rue Télévision et tant d'autres. Et notre RDC est possible. Merci à l'équipe qui m'a accompagné, Rachidi derrière la caméra, Christian qui était de l'autre côté et Kenny. C'est votre émission Fauteuil Rouge, Delphin Kassongo à la présentation. Et notre RDC est possible. Au revoir.